Nombreux d'entre vous ont à un moment donné de leur vie voué une admiration particulière pour une célébrité ou un proche. Des gens qui, comme le boxeur Mohamed Ali, sont passés en une poignée d'années de ce modèle de champion du peuple à celui de patient atteint de maladies neurologiques invalidantes. En effet, en 1984, celui qui autrefois piquait comme une abeille fut frappé par la maladie de Parkinson et prononça cette phrase résumant parfaitement le quotidien de plus de 23 000 personnes aujourd'hui au Québec. La maladie de Parkinson est mon combat le plus difficile. Malheureusement, ce combat va bien au-delà du Québec et touche aujourd'hui près de 8,5 millions de personnes à travers le monde. C'est la maladie neurologique qui connaît la plus forte croissance et selon les estimations actuelles, ce chiffre ne fera qu'aller de mal en pire et devrait atteindre les 10 millions d'ici 2030. Au-delà de la prévalence, ce qui incarne le mieux le combat évoqué par Mohamed Ali, ce sont les nombreux symptômes associés à la maladie, qui transforment chaque geste du quotidien en véritable défi pour les souffrants. Comme vous devez sûrement le savoir, certains symptômes sont visibles, notamment ceux liés au mouvement, tels que le tremblement ou la lenteur des mouvements. Cependant, la maladie va bien au-delà du mouvement et s'incarne aussi par des symptômes non visibles, tels que l'anxiété ou l'humeur dépressive. Alors, quelle est la cause de ces symptômes? Pour répondre à cette question, vous devez imaginer une voiture en train de rouler. Le moteur va utiliser le carburant pour générer de l'énergie, et cette énergie sera transmise aux roues par la transmission. Dans cette analogie, le carburant correspond à une substance du cerveau très importante que l'on appelle la dopamine. Le moteur correspond à une région du cerveau appelée le ganglion de base, et la transmission correspond à la couche externe de notre cerveau que l'on appelle le cortex cérébral. Dans une voiture en bon état, le carburant va être à plein, le moteur va tourner normalement, la transmission sera fluide et la voiture va pouvoir avancer sans problème. Cependant, dans une voiture en mauvais état, le carburant se vide progressivement. Le moteur et la transmission ont donc du mal à transmettre cette énergie aux roues. Résultat, la voiture avance de plus en plus difficilement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Cette perte progressive de carburant correspond à la diminution du nombre de neurones produisant la dopamine. Cette dopamine est essentielle au fonctionnement du ganglion de base, qui, lui, a pour fonction de réguler les zones du cerveau, du cortex, pardon, responsables de nos mouvements, de nos émotions et de nos fonctions cognitives. Quand la dopamine vient à manquer, le ganglion de base ne peut plus assurer son rôle de régulation de manière optimale. S'ensuit donc des dysfonctionnements au sein du cortex cérébral qui se traduisent par les symptômes visibles et non visibles de la maladie. De manière à aider les patients dans leur combat contre la maladie, les essais cliniques et la recherche sont donc évidemment nécessaires pour essayer de stopper cette perte neuronale. Cependant, se heurte à un problème bien précis: les limites des tests cliniques actuels lorsqu'il s'agit de détecter les changements provoqués par les interventions. En effet, actuellement, la méthode standard consiste en ce test de 20 minutes, durant lequel l'évaluateur va poser une série de questions et demander au patient d'effectuer une série de tâches, à travers lesquelles il sera en mesure d'évaluer tant les symptômes visibles que non visibles de la maladie. À l'issue de ce test, un score est attribué, et ce score correspond à la sévérité globale de la maladie. Cependant, bien que valide, ce test manque d'objectivité, car il est fait de biais pouvant provenir tant de l'évaluateur que du patient. Par exemple, le patient pourrait exprimer différemment ses symptômes en fonction du contexte de l'évaluation, et l'évaluateur, lui, pourrait interpréter différemment la sévérité de la maladie en fonction de son niveau d'expertise. En plus de ce manque d'objectivité, ce test est peu pratique, car il doit être réalisé en personne, dans des hôpitaux déjà surchargés et par des neurologues experts dans la maladie de Parkinson qui, comme vous le savez, se font de plus en plus rares. Ensemble, ces limites augmentent les coûts des essais cliniques, rallongent leur durée et finalement ralentissent cette quête vers une thérapie innovante efficace. La solution face à ça, ce serait donc euh, une idée novatrice qui consiste à développer ce que l'on appelle des marqueurs de progression. Ces marqueurs sont des sortes de boussoles indiquant la direction dans laquelle le patient se déplace dans le voyage de la santé. Parmi les marqueurs de progression les plus connus, on retrouve certaines protéines ou molécules du sang,
ou encore des marqueurs issus de la neuroimagerie qui permettent d'avoir un aperçu direct des changements dans le cerveau des patients. Donc, étant beaucoup plus objectifs que les tests cliniques de référence, ces marqueurs demeurent peu adoptés car ils peinent à adresser les limites de praticité. Les analyses sanguines sont invasives et les technologies d'imagerie médicale sont coûteuses et nécessitent un équipement et un personnel spécialisé. Face à ça, une idée novatrice et nouvelle a été d'utiliser le déclin d'une des facultés que nous avons tous acquis à peu près 2 ans. Une faculté que nous utilisons au quotidien et finalement d'une faculté que nous avons tous utilisée aujourd'hui pour nous rendre sur le lieu de cette conférence. Le déclin de la marche. En effet, dans la maladie de Parkinson, la marche subit un déclin progressif dû à un mélange complexe de facteurs. D'une part, certains paramètres de marche sont influencés par des facteurs non spécifiques, plutôt liés au vieillissement normal, tels que par exemple la perte de force musculaire pouvant entraîner une diminution de la vitesse de marche. D'autre part, la perte des neurones produisant la dopamine altère le contrôle du mouvement et va entraîner des atteintes de la marche plus spécifiques, telles que par exemple une asymétrie de la marche où un côté du corps est plus affecté que l'autre. Ce sont ces atteintes spécifiques qui rendent le déclin de la marche particulièrement pertinent. Pourquoi? Parce qu'elles en font un miroir direct et mesurable de l'évolution de la perte neuronale sous-tendant la maladie. En effet, aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de mesurer nos mouvements lors de la marche à l'aide de capteurs tels que ceux disponibles dans nos smartphones ou encore de dispositifs portables pouvant être placés à des endroits stratégiques tels que la taille comme une ceinture ou le poignet comme une montre connectée. Ces dispositifs sont vraiment pertinents car ils donnent des atouts à la marche que aucun autre marqueur n'a actuellement. Par exemple, la marche peut, grâce à ces outils, adresser les limites des tests cliniques de référence en offrant une évaluation objective et en même temps, elle permet d'adresser les limites des autres marqueurs de progression en permettant une évaluation pratique, c'est-à-dire réalisable au domicile du patient, à moindre coût, de manière non invasive et en tout temps. Cette idée s'avère être à la fois fascinante, en même temps extrêmement frustrante. Pourquoi? Parce que les approches actuelles se concentrent toujours sur des paramètres de marche et ont été démontrés comme ne déclinant pas en réponse spécifique à la progression de la perte neuronale caractérisant la maladie de Parkinson, mais plutôt en réponse au vieillissement normal. Au laboratoire à l'université McGill, notre constat était donc finalement très simple. Une approche visant à identifier les paramètres de marche reflétant le mieux le processus de perte neuronale sous-tendant la maladie de Parkinson est primordiale pour guider et améliorer le développement futur d'un marqueur de progression issu de la marche. C'est exactement dans ce cas que mon projet de thèse intervient. Donc, pour cela, vous devez imaginer 3 étapes. 1. Extraire une panoplie de paramètres de marche issus de bases de données collectées chez des patients parkinsoniens à différents stades de la maladie et sous différentes conditions. Évaluer la capacité de ces marqueurs de progression, de ces paramètres de marche à refléter les tests cliniques de référence à l'aide de techniques variées telles que la data science ou l'intelligence artificielle. Et 3, évaluer la capacité de ces paramètres à refléter le processus de perte neuronale caractérisant la maladie en comparaison aux tests cliniques de référence. Alors je vois venir. Vous devez sûrement vous dire, est-ce pertinent? La marche peut-elle réellement servir de marqueur de progression d'une maladie aussi complexe que la maladie de Parkinson? Eh bien, figurez-vous que nos résultats préliminaires révèlent que les paramètres de marche reflétant le mieux les tests cliniques de référence sont également ceux étant contrôlés par des zones du cerveau dont l'activité est associée à celle de la perte neuronale sous-tendant la maladie de Parkinson. Ce qui veut donc dire que si nos hypothèses se confirment, les essais cliniques dans le futur pourraient utiliser les paramètres de marche que nous identifions afin d'avoir un aperçu objectif et pratique de la réponse de leurs participants au nouveau traitement. Cela permettrait donc d'augmenter le nombre d'essais cliniques dans le futur et potentiellement un jour de développer la thérapie qui se chargera d'envoyer au tapis la maladie de Parkinson. Alors je vous pose la question, marcher pour suivre la progression de la maladie de Parkinson, est-ce une hérésie ou une réalité?
Je m'appelle Cyril et je vous donnerai un nouvel rendez-vous pour en savoir plus. Merci.